Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être au rendez-vous des morts, près d'une vingtaine et des blessés graves. C'est le résultat de l'accident de la circulation survenu ce matin à 10 km de la ville de Douala, c'est au Cameroun. L'indélicatesse humaine à l'origine du drame. Des images dans ce journal dans lequel nous allons découvrir l'école primaire de Zokok. C'est à l'extrême nord du Cameroun. Dans cet établissement scolaire, les inondations ont noyé les salles de classe. Les cours se poursuivent en plein air. Le processus électoral camerounais en débat dans la seconde partie de ce journal. C'est avec un acteur de la scène politique camerounaise. Les détails dans un très court instant. Bonsoir une fois de plus, madame, monsieur, et merci de nous retrouver sur le 20h. À l'ouverture de cette édition, des images pas du tout gaies, 15 morts, 2 blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu ce matin au lieu dit Bassa, non loin de Bekoko, c'est à 10 km environ de la ville de Douala au Cameroun. Selon des témoins, c'est un mauvais dépassement qui est à l'origine de cette hécatombe. Le récit des faits, c'est avec Sandrine Babo. Une dizaine de corps sans vie allongés sur la chaussée, des blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la route survenu très tôt ce mercredi matin, non loin de Bekoko, à la sortie ouest de la ville de Douala. Selon des témoins de la scène, un mauvais dépassement du chauffeur de ce camion qui aurait accroché à son passage cette Hiace sérieusement endommagée et transportant 16 personnes en provenance de Boya serait à l'origine du drame. Le choc est inévitable et les dégâts sont lourds. Même ce pick-up va en payer les frais. Toujours selon des informations recueillies, le chauffeur du gros engin qui roulait à vive allure n'a pas eu le temps de réagir face au véhicule qui venait en face. Des images insoutenables pour ces populations sorties sous la pluie qui s'abattaient sur la ville. La circulation a été ralentie pendant plusieurs heures à cet endroit, situé entre Bekoko et le pont sur le fleuve Mungo. Les sapeurs-pompiers déployés sur le lieu du sinistre ont extrait les victimes des épaves des véhicules. Les dépouilles et les rescapés de cet énième accident ont été conduits dans un hôpital de la place. Encore une fois, l'incivisme des chauffeurs est cité dans ce drame qui se produit au moment où une opération répressive est engagée par la gendarmerie nationale sur nos différents axes routiers. Prudence, encore beaucoup de prudence. Des fournitures et autres uniformes scolaires saisis à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est la moisson des contrôles inopinés initiés par la délégation régionale du commerce pour le centre. Les commerçants et chefs d'établissements scolaires concernés payent ainsi le prix de leur entêtement. Une opération qui s'effectue à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, le retour sur les bancs qui s'opère avec beaucoup de difficultés à Zokok. Nous sommes dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les élèves de l'école primaire de cette localité sont sans abri. 5 des 6 salles de classe sont englouties par les inondations. Sur la triste réalité, je vous propose de suivre le reportage de Amadou Daïro et Jean-Paul Chouniat. Des ruines, voici ce qui reste de l'école primaire de Zokok après le passage des inondations dans l'extrême nord Cameroun. Des 6 salles de classe de cette école, 5 ont été emportées par les eaux en furie du Mayo Kayowo sorti de son lit. Un mauvais accueil pour ces élèves en tout début de rentrée scolaire. Quand ils étaient là venus nombreux, se tenaient là-bas, au-delà du rive là-bas, regardaient l'école, il n'y avait pas moyen de traverser. Les 86 élèves présents sur les 647 inscrits ici suivent leur première leçon sous des hangars de fortune construits dans l'urgence pour prendre le départ du train de l'année scolaire 2013-2014. Dans la course folle des eaux, le bureau du directeur de cette école a été emporté. Jean Saïna se sert de 2 tables-bancs qui font office de direction en plein air, rappelant l'époque reculée de l'école sous l'arbre. À l'air libre, tout ça, les papiers s'envolent. Tout à l'heure, vous m'aviez aidé à ramasser les papiers, tout ça comme difficulté. Mais sinon, ça ne m'empêche pas de travailler. Déjà cette première semaine de rentrée, le chef de cet établissement primaire et les 3 enseignants sont très préoccupés par les capacités d'accueil à mettre en place pour recevoir les 561 autres élèves qui ont manqué le rendez-vous du 2 septembre à cause des inondations. Il faut vraiment faire un petit pont ou un radier pour qu'ils puissent traverser aussi en temps d'inondation comme ça.
ce que nous serons vraiment contents. Le manque de hangars supplémentaires présage déjà la promiscuité et l'insalubrité qui pourrait s'installer dans cette école sans eau courante ni électricité. Ma première doléance, c'est avoir les salles de classe équipées en banc, en enseignant. L'ensemble des élèves et enseignants ont tous le regard tourné vers les élites de Zokok, la municipalité du coin et le ministère de l'Éducation de base. Notons que le cliché n'est pas l'apanage de Zokok. Les bâtiments de l'école publique groupe 5 peloton mobile de Nkongsamba dans le département du Mungo sont délabrés et non sécurisés. En cette période de rentrée scolaire, le personnel administratif lance à l'endroit des pouvoirs publics un cri. Reportage de Nadine Yambou. Des salles de classe dépourvues de leur charpente, des murs qui se sont écroulés avec le temps. Nous sommes là à l'école publique groupe 5 peloton mobile de Nkongsamba. Cette école est depuis plusieurs années dans un état de délabrement avancé. Les portes des salles de classe ont disparu et les riverains ont transformé une partie de l'école en plantation. Les salles, les bâtiments tombaient en décrépitude là. Depuis un certain temps, cette école tombe en déclin. On ne sait pas si on nous a oubliés ou bien les enfants, ils pataugent dans la boue là, vraiment. Il ne fait pas très bon vivre. L'infrastructure d'accueil n'est pas viable ici au Boussin. Malgré les bons résultats qu'on donne, les enfants partent d'un cadre bien chez eux et ils arrivent, ils pataugent dans la boue. On aimerait vraiment qu'on fasse quelque chose pour nous. Dans les salles de classe qui ont pu résister, des tables bancs sont presque inexistants. Le sol a perdu sa beauté. Une situation qui décourage de nombreux parents d'élèves. Cette école, qui accueillait plus de 700 élèves, se contente maintenant d'une centaine. Vous voyez, c'est une école publique qui est en état déplorable. Vous savez, il y a mes enfants qui fréquentent là-bas. Ça me fait même mal. C'est-à-dire que je suis tellement choqué. Ça fait même, c'est même une honte. Créée en 1961, l'école publique peloton mobile de Nkongsamba n'a plus jamais été réhabilitée. Malgré ces conditions difficiles, les enseignants affirment donner le meilleur d'eux-mêmes pour aboutir aux résultats satisfaisants. En cette nouvelle année scolaire, l'école attend son miracle. Un miracle qui devrait venir du ministère de l'enseignement de base. Voilà, ce sont les problèmes de l'école au Cameroun. L'option bilingue toujours en panne. La décision du ministre camerounais des enseignements secondaires a du mal à s'appliquer dans les établissements pilotes retenus pour cette expérience qui doit aboutir à l'obtention du baccalauréat bilingue. C'est le cas au lycée bilingue de Bonabéry, c'est dans la ville de Douala, où les titulaires du BPC bilingue regrettent l'absence de seconde C bilingue. Des détails dans ce reportage de Dallas Tchana et Serge Alain Otto. Je voulais continuer avec le bilinguisme, mais hier, notre censeur nous a fait comprendre que, puisque nous sommes des scientifiques, nous ne pouvons plus continuer avec le bilinguisme parce que le ministre n'a pas pu réfléchir sur notre cas. Nous sommes au lycée bilingue de Bonabéry cette fois-ci. Et c'est une élève de la première cuvée des titulaires du BEPC bilingue qui, elle aussi, avait souhaité continuer avec le bilinguisme. Elle a choisi la filière scientifique et là aussi, coup d'arrêt. C'est précisé sur le texte signé par le ministre qu'il y a une seconde bilingue pour les littéraires. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est pour les scientifiques. Mais il y a déjà des suggestions qu'on va envoyer à la hiérarchie d'ici la fin du mois de septembre pour voir ce qu'on pourra faire pour les scientifiques. Les responsables de ce centre d'expérimentation du bilinguisme qu'est le lycée bilingue de Bonabéry ont, comme ceux du collège Saint-Michel de Douala, décidé de confondre ces élèves aux autres. Au lycée bilingue de Bonabéry, cette décision du ministre des enseignements secondaires datée du 19 juin nous a-t-on rapporté a commencé à être implémentée avec cette classe de seconde bilingue. J'ai obtenu mon BPC bilingue et je suis en seconde bilingue. Les cours ont démarré, tout se passe dans de bonnes conditions. Au collège Saint-Michel, où l'on avouait n'avoir pas été notifié quant à la suite à donner à ce cycle bilingue, les responsables jouant au téléphone admettent que c'est ce 4 septembre que le texte ministériel leur est parvenu. La décision ministérielle a décidément du mal à s'appliquer, raison pour laquelle on ne peut qu'aboutir à ça. J'ai même failli pleurer hier parce que ça m'a fait tellement mal. Le bilinguisme, c'est une chose que j'aime beaucoup parce que ça me plaît beaucoup de parler français et anglais. Et en plus, nous sommes dans un pays bilingue. Donc j'aimerais tellement qu'il y ait une seconde scientifique bilingue.
Administration pénitentiaire, les abus et autres exactions dont sont victimes les détenus au Cameroun sont dus à la non-maîtrise des droits de l'homme par des geôliers. C'est le constat fait ce jour par les Nations Unies lors d'un séminaire d'imprégnation organisé dans la ville de Douala. Le point, c'est avec Dani Warren Zede et Etienne Pascal Azegue. Des cas de détenus victimes de sévices corporels et sexuels ou même privés de nourriture ou de soins de santé sont devenus récurrents dans les prisons du Cameroun. Ces actes, perpétrés par des gardiens de prison, sont des atteintes aux droits de l'homme en milieu carcéral. Certaines dames dans l'une des prisons, comme je le disais, étaient confinées en journée dans leur cellule. Déjà, elles sont dans une seule cellule et elles y sont confinées toute la journée. Elles ne bénéficiaient pas de la lumière du jour parce que effectivement, il n'y avait qu'une seule cour, il n'y avait pas un quartier pour femmes précis. Donc ces femmes-là restaient emprisonnées dans leur cellule toute la journée. C'est fort de ce constat que le personnel de l'administration pénitentiaire du littoral s'imprègne des notions telles que la dignité, l'atteinte aux droits de l'homme, qui ne sont pas très connues dans la corporation. Ce séminaire est bienvenu pour nous parce qu'on n'a pas à tout appris en matière de droits de l'homme. Et déjà même, c'était pas évident avant qu'on parle des droits de l'homme dans un milieu comme le nôtre. Les atteintes aux droits de l'homme en milieu carcéral ne se limitent pas seulement aux sévices corporels. La surpopulation de nos prisons reste une épine dans la chaussure des pouvoirs publics et même de l'opinion internationale. Généralement dans les prisons, plus de 70% de ceux qui sont dans les prisons sont encore en prévention, voyez-vous. Donc, réfléchir à un moyen qui permet de désengorger les prisons sans toutefois mettre en péril la sécurité sociale. La construction de nouvelles prisons annoncée depuis peu devrait remédier à cette situation d'effectifs pléthoriques des prisons au Cameroun. Administration territoriale cette fois-ci, cette croisade contre les églises dites réveillées dans le département du Vouri, tout est désormais calme après les mouvements de fermeture observés la semaine dernière. Les activités manifestement repris dans des centres de culte fermés il y a quelques jours. Le comité de tri mis en place dans le département n'a pas encore siégé. Reportage. Difficile pour le reporter de savoir où sont passés les scellés qui était pourtant apposé sur la porte de Liberty Church, sise au quartier d'Okoti. Au secrétariat de cette église, l'on nous fera savoir que le prophète n'étant pas sur place, personne d'autre ne pourra répondre à notre préoccupation. Notre randonnée auprès des églises de réveil ce 3 septembre nous conduit par la suite à Bepanda Omnisport. Ici, l'église foi dominante partage le même bâtiment, fait en matériaux provisoires, que l'église biblique de la vie profonde. Si la porte de la dernière cité est hermétiquement fermée de l'intérieur, tout à côté, les portes sont entrouvertes, mais aucun signe de vie à l'intérieur. Bien que le nom de l'église foi dominante ne figure sur la liste des associations religieuses autorisées à fonctionner au Cameroun, ici, l'on pense mordicus être du bon bord. Notre église ne fonctionne pas dans une illégalité. Nous sommes légalisés. Nous sommes déjà en train de faire ce que le gouvernement voulait. Des arguments qui sont confortés par le fait que on a déjà traversé chez le sous-préfet, le préfet, le sénateur, le littoral, au niveau du littoral. Et maintenant, à l'heure actuelle, notre dossier est déjà au niveau de la menace. La balade dans la cité des églises s'achève à la vallée des Trois Boutiques à Bessenguet. Les images de la chapelle Mission évangélique seront prises de loin car nous dira-t-on que les médias sont persona non grata en ces lieux. La hiérarchie de la dite église ayant décidé de couper les ponts avec la presse. Ce qui nous amène à croire que le comité mis sur pied par le préfet du Vouri a décidément du pain sur la planche. En politique, processus électoral camerounais du retard dans l'impression des bulletins de campagne à une dizaine de jours du lancement de la campagne électorale pour les scrutins du 30 septembre annoncé au Cameroun. À l'imprimerie nationale hier, le travail était fait à 50% seulement. Les responsables de l'imprimerie ont accusé le retard pris par les juridictions du contentieux électoral. Des détails avec Yannick Mbazoua.
Imprimerie nationale, il est 15h45. Les machines tournent sans arrêt. Les employés sont au four et au moulin. C'est à peine si l'un d'eux a quelques secondes pour boire un verre d'eau. Pour le directeur général adjoint de l'Imprimerie nationale, Salomon Guénan, la Cour suprême et la Chambre administrative sont à l'origine de cette situation. La Cour suprême a vidé le contentieux s'agissant des municipales très tard. Si vous vérifiez le communiqué et les camps, vous verrez que c'est le 28 et le 29 que les partis politiques devaient passer. Donc c'est à partir de cette date que nous avons commencé. À moins de 2 semaines du début de la campagne, seuls 50% des bulletins de campagne ont déjà été imprimés. Il dit qu'on a fait déjà la moitié des bulletins de campagne. Et d'ici la fin de la semaine, on doit tout livrer. Et nous faisons en même temps, parallèlement, les bulletins de vote. Un taux de réalisation qui laisse planer le doute quant à la disponibilité de ces bulletins au soir du 14 septembre 2013. Seule difficulté soulevée par Elections Cameroun, la multiplicité des partis politiques. Le défi naît du fait qu'il y a plusieurs partis en lice et que ces partis sont distribués de manière irrégulière sur les différentes circonscriptions. Une situation qui décrédibilise une fois de plus les dispositions des articles 131 et 190 du Code électoral. Autre escale de l'information dans ce journal, c'est au-delà des frontières du Cameroun, d'abord au Mali. Le Mali qui hérite d'un président de république aux visées panafricanistes. Au-delà de la nécessité de reconstruire le pays après 18 mois de guerre et de réconcilier le peuple malien divisé par une crise politico-militaire, Ibrahim Boubacar Keïta s'engage à œuvrer pour la mise en place de l'unité africaine. Ibeka, comme on l'appelle affectueusement, a fait cette déclaration alors qu'il prêtait serment ce mercredi pour devenir, après la transition assurée par Diokounda Traoré, le successeur de Amani Toumani Touré à la tête de l'État malien. Et en Égypte, cette fois-ci, une cour militaire a condamné un partisan du président déchu Mohamed Morsi à la prison à vie pour avoir attaqué l'armée 48. Autres membres des frères musulmans vont passer 5 à 15 ans derrière les barreaux. Des détails dans ce reportage. Les suspects ont été déclarés coupables pour avoir attaqué les forces armées et mis le feu aux églises ainsi que d'autres véhicules. Ils ont été également inculpés pour avoir pris d'assaut des institutions gouvernementales, bloqué des routes et répandu le chaos le 14 août après que les forces de sécurité ont dispersé les manifestations pro-Morsi au Caire. L'Égypte a connu l'une de ces manifestations les plus sanglantes au cours de cette journée, avec des centaines de morts, dont une dizaine de policiers. L'armée soutenant le gouvernement intérim a pris davantage de mesures à l'encontre des islamistes. Pourtant, les analystes estiment que les frères musulmans joueront encore un rôle clé dans la société égyptienne. Les frères musulmans existent depuis de nombreuses années en Égypte. Ils ne vont pas disparaître. Je pense qu'ils seront exclus de la scène politique, mais ils conserveront une influence sur la société. Situation en Syrie, les positions se précisent davantage. Le Premier ministre français plaide pour une intervention militaire de la France. Jean-Marc Ayrault était ce jour devant le Parlement français. Il a affirmé que ne pas intervenir en Syrie pourrait susciter des velléités de dictature dans d'autres pays tels que l'Iran. Des détails avec nos confrères de France 24. Les parlementaires finalement consultés affûtent leurs arguments. Il y a débat, il n'y aura pas vote, en tout cas pas pour l'instant. Le président est toujours décidé à intervenir en Syrie, le gouvernement en ordre de bataille est là pour défendre sa décision. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à de tels agissements du régime, il n'y aura pas de solution politique. Face à la barbarie, la passivité ne peut être une option. Oui, mais la France doit tout de même attendre le feu vert des Américains. Si Washington avait lancé l'offensive avant ce mercredi, les députés français auraient été mis devant le fait accompli. Le président Hollande l'avait annoncé dans une interview au journal Le Monde le week-end dernier. Or depuis, le président américain a annoncé vouloir consulter son propre parlement avant d'agir. Britanniques et Allemands de leur côté ont dit non à l'offensive.
la France peut-elle sérieusement, sans alliés européens, se lancer tête baissée dans une aventure de la sorte? Nous pensons que non. L'opposition veut voter, l'opposition réclame un mandat de l'ONU, mais avec le droit de veto de la Russie, alliée de la Syrie de Bachar al-Assad, toute action conditionnée à un vote des Nations Unies a très peu de chances de voir le jour. Et du sport football, dans ce journal, les Lions indomptables du Cameroun promettent de se donner à fond pour entretenir l'espoir d'une qualification pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Engagement pris par Nicolas Nkolo et ses coéquipiers. Les Lions étaient face à la presse ce jour à Yaoundé, Sal John et Marcelin Gansop. Mais le plus important, c'est de se reprendre. C'est toute griffe dehors que le capitaine Nicolas Nkolo et ses coéquipiers se sont prêtés à l'échange avec la presse. Les quatre, à l'image de leurs camarades, ont soif de victoire et sont conscients qu'il faudra véritablement mouiller le maillot pour venir à bout de la Libye. On a souvent péché parce qu'on n'a pas eu tous nos atouts offensifs ensemble. Il y en a un qui est souvent venu, d'autres pas. Et le fait de les avoir ensemble, c'est plutôt de bon augure, c'est encourageant pour nous. On se retrouve aujourd'hui ensemble, on va essayer d'huiler la machine en espérant faire le meilleur match possible et surtout de gagner le match. L'équipe a tiré les leçons des échecs passés et une victoire dimanche à Yaoundé devrait baliser le chemin, celui qui conduit à la reconquête par les Lions indomptables de leur aura. La victoire souhaitée sera également capitale dans le champ de la reconstruction du 11 national. Les joueurs ont promis de se donner à fond afin de ne pas décevoir le public. Un nul est certes suffisant, mais une victoire, pourquoi pas? Je vous rassure qu'on va faire un bon match. Même si le match n'est pas gagné d'avance. Concernant ce qu'on a pu montrer au Togo là-bas, écoutez, on est passé à côté de la plaque, ça fait partie du football. Ce qu'on peut retenir, c'est le match qu'on a pu faire au Congo. Je pense qu'on a pu rassurer défensivement. On va essayer de rajouter les ingrédients pour marquer le maximum de buts et surtout faire un bon spectacle. A signaler que les Lions descendront dans l'arène, motivés par la promesse faite par Joseph Oona, le président du comité de normalisation, de payer sous 48 heures la prime de top sponsor. Le centre d'excellence de la CAF offre le cadre idéal pour préparer la rencontre capitale de dimanche. Ici doit se dessiner le meilleur schéma possible pour venir à bout de la Libye dimanche à Yaoundé. L'enjeu est de taille, les Lions indomptables du Cameroun sont conscients et n'ont pas droit à l'erreur. Ici le centre d'excellence de la CAF à Bankomo, Sal John, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop. Il faut ajouter que Volker Finke partage cette détermination. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables croit disposer des atouts nécessaires pour venir à bout des Libyens contre qui le Cameroun va jouer dimanche prochain. Le technicien allemand est au micro de nos reporters. Sur la détermination que partage Volker Finke, je vous propose d'écouter le technicien allemand au micro d'Equinox Télévision. Il y a 4 joueurs qui vont venir ce soir parce que, parce que le mercato a fermé dans la nuit et c'est pourquoi il y a quelques petites choses qu'ils doivent régler, c'est tout. Mais je crois que tous les autres sont là. Moi j'étais au FECA Foot maintenant, j'étais au stade pour faire une dernière inspection, qu'est-ce qu'il se passe là-bas avec le gazon et tout ça. Et c'est pourquoi je crois à midi, tout le monde est là, c'est seulement les joueurs qui m'ont appelé et qui vont venir ce soir. Il faut continuer vraiment avec l'esprit que l'équipe a déjà montré à Kinshasa, aussi l'esprit à Nice, à Paris, dans le stage, c'était vraiment bon. J'ai entendu aussi qu'il y a beaucoup de débats et ça. Moi, je crois on aime des débats là, mais pour moi, ça me ne dérange pas. Alors, je crois qu'il y a vraiment des joueurs qui veulent travailler et ça, c'est bon. Voilà, plus que de la détermination. Championnat de vacances Espoir Foot 2013, vous vous en souvenez certainement. La finale jouée dimanche dernier a vu la victoire de Zendel FC sur Olympique de Marseille. Nous sommes bel et bien au Cameroun. La rencontre s'est déroulée au stade de Mbangué dans la ville de Douala, 5e, devant un important public. Reportage.
Le stade Bangé à Aquanor a fait le plein de spectateurs venus suivre la finale du championnat de vacances Samuel Ngandou Mbongue. Dans cette apothéose de grand dimanche, l'ambiance est au rendez-vous pour cette finale qui oppose l'Olympique de Marseille en noir-orange et Zendel FC en bleu ciel. Au coup d'envoi, le match démarre à une vitesse grand V et sous les applaudissements du public, les filets ne cessent de secouer de part et d'autre au grand bonheur des supporters de chaque équipe. Les deux formations vont à la pause à égalité. Le temps pour le public de vivre des intermèdes au rythme des démonstrations d'arts martiaux et artistes musiciens sur scène. À la reprise, le spectacle refait surface. À cette deuxième manche, des phases de jeu mettent le public en alerte. La partie s'achève 3 buts partout au terme du temps réglementaire. Cependant, chaque supporter dans les deux camps retient son souffle autour du suspense qui plane sur la séance fatidique des tirs au but. Et au bout de la série de 5 tirs, Zendel FC l'emporte 3 tirs à 4 au détriment des Marseillais. Vainqueurs comme perdants, tous les acteurs sont récompensés. Pour les organisateurs, le tournoi Samuel Ngandou Mbongue Foot 2013 a tenu la promesse des fleurs. En quittant le stade Bangé tous ensemble, les différents acteurs ont pris rendez-vous pour les prochaines vacances de 2014. Et c'est un acte humanitaire, la chorale Mai de l'Union des Églises baptistes du Cameroun dans la rentrée scolaire et académique. Pour cela, elle a procédé à la remise des primes et des fournitures scolaires à certains de ses choristes. Reportage. À l'image de la petite Angela Loben dédiée 7 ans seulement, la jeunesse de la grande chorale Mai UEBC, plus de 2500 membres, sera célébrée. Une fin de vacances qui coïncide avec les rentrées scolaires et académiques. À notre niveau, de soutenir cette jeunesse chrétienne pour que tout le monde comprenne qu'au niveau de l'Église, au niveau de la culture religieuse, on peut aussi être soutenu, on peut avancer dans la paix, la concorde, la spiritualité, mais avec Dieu. Pour soutenir cette jeunesse de la grande chorale Mai UEBC, en dehors des prières élevées à leur intention, afin que Dieu les préserve de toute maladie, le président national Samuel Ngandou Mbongue procédera à la remise des primes et fournitures scolaires. Véritable bouffée d'oxygène pour les parents et les heureux récipiendaires. Parce que le président a le droit d'être honoré. Et je crois aussi que ces cadeaux sont bénis dans le Dieu, que c'est Dieu qui a frappé son cœur. Ce n'est pas la première fois que je les ai, mais la joie est toujours la même quand je les ai. Donc ces cahiers vont beaucoup me servir tout au long de l'année scolaire. Je remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup. Tout ce que je peux lui dire, c'est que bon courage et en avant. Ce retour était également l'occasion pour la grande chorale Mai UEBC de manifester sa solidarité envers certains de ses choristes. Je ne sais pas ce que le Dieu du ciel, j'aimerais que le Dieu du ciel continue à aider notre président d'aller en avant pour nous aider. Parce que le Dieu qui est au ciel, il sait ce qu'il est en train de faire. Après 5 années passées à la tête de la grande chorale Mai UEBC, Samuel Ngandou Mbongue peut se dire satisfait d'avoir fait œuvre utile. Je suis un homme satisfait parce que j'ai essayé de conduire le peuple de Dieu. Vous savez, conduire 4000 personnes, ce n'est pas évident. Nous étions 600, 2000, 2500, 3500, 4000. Et pour conduire 4000 personnes, ce n'est pas du tout facile. On essaye de prier, de demander à Dieu le soutien spirituel et moral. Et Dieu nous l'a accordé. C'est pour ça que je tiens à le remercier. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Peut-être que c'est le début de la fin ou la fin du début. La question reste posée. À qui veut répondre?
Et cette page bleue pour refermer la première partie de ce journal, du sourire pour plus de 300 élèves en ce début d'année scolaire. La Fondation Orange Cameroun vient de leur remettre des kits scolaires complets pour une bonne rentrée des classes. Reportage. Des kits scolaires complets pour permettre à plus de 300 élèves d'aborder l'année scolaire 2013-2014 dans de meilleures conditions. La Fondation Orange Cameroun, une fois encore, a été sensible à l'appel des associations qui œuvrent pour le soutien des enfants démunis. Ces jeunes élèves sont issus de tous les coins de la région du littoral. C'est devenu pour nous un rendez-vous traditionnel et annuel que cette opération rentrée scolaire. C'est toujours avec une grande émotion et beaucoup de plaisir que nous avons cette occasion de remettre aux enfants de quoi démarrer leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Car l'avenir du Cameroun, ce sont ces enfants que vous voyez à l'intérieur de cette salle. C'est pourquoi, pour chacun des enfants qui est ici présent, nous avons remis un kit scolaire composé d'un sac à dos, d'une vingtaine de cahiers, 2 bics, 2 crayons et une petite bourse pour leur permettre de payer leurs frais de scolarité et d'acheter les manuels de base qui sont le manuel de mathématiques et le manuel de français, ou le manuel d'anglais pour les régions anglophones. Et d'ailleurs, nous constatons d'année en année que les enfants qui sont ainsi suivis, en général, ont de très bons résultats scolaires. L'innocence de ces enfants n'a pas voilé leur joie devant le geste de la Fondation Orange et bien évidemment, ils comptent en faire bon usage. Je dis merci à la Fondation Orange, car grâce à eux, je peux aller à l'école et je promets de bien travailler à l'école. Grâce à la Fondation Orange, je peux aller à l'école et je remercie aussi la Fondation Orange. Parce que si ce n'était pas la Fondation Orange, je ne sais même pas ce que je devais fréquenter. Merci à la Fondation Orange pour tout ce que nous fait cette année. Merci Orange. Plus tard, je vais être ministre. La joie d'être prêt pour l'école méritait bien quelques pas de danse. 1, 2, 3, 4, on est sorti. L'opération rentrée scolaire, organisée par la Fondation Orange Cameroun, est à sa 4e édition. Et l'initiative connaît des innovations chaque année. Cette année, nous avons doublé la quantité nous avons augmenté le contenu du kit scolaire, nous avons doublé la quantité de cahiers et surtout, nous avons instauré, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce système de suivi qui nous permet de vérifier pour chaque enfant sa progression et de voir ainsi le bienfait des actions de la Fondation Orange. L'autre nouveauté, c'est de faire en sorte que les 10 régions du Cameroun puissent bénéficier de la même façon, que ce ne soit pas uniquement les régions dans lesquelles il y a des grandes villes, mais que les 10 régions du Cameroun puissent bénéficier de cette action. Après avoir fait le tour du Cameroun pour cette 4e édition, la Fondation Orange Cameroun va immédiatement se mettre sur le chantier de la 5e édition, tout en gardant ses portes ouvertes pour d'autres actions durant l'année. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci d'être avec nous dans la seconde partie de ce journal. L'évaluation du processus électoral camerounais en débat dans cette autre partie du journal, c'est avec Marcus Mandeki. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise. Vous êtes le candidat du PADEC au municipal dans la commune d'arrondissement de Douala 5e, mais je dois noter que vous êtes un ancien militant de l'AFP. Qu'est-ce qui explique cette mutation ? Vous partez de l'AFP pour le PADEC pour aller en compétition pour le compte du PADEC. Oui, et il faudrait déjà rappeler qu'au départ, il a existé ce qu'on appelle le pacte républicain. Le pacte républicain qui est un symbole initié par les leaders de l'AFP, de l'UDC et du PADEC qui ont répondu à un souci de la population qui était celui-ci de voir tous les acteurs politiques s'unir afin de pouvoir aller contre leur adversaire commun, l'adversaire du peuple qui est le parti au pouvoir. Donc voilà pourquoi lors de ces échéances électorales, les responsables au niveau local se sont mis ensemble de manière consensuelle et ont formé des listes
à Douala 1er, Douala 5e et dans tous les autres arrondissements. Mais est-ce qu'à l'origine, ce n'est pas le G7 qui avait décidé à la conférence de Fumban d'évoluer vers un pacte qui a accouché justement de ce pacte républicain? Est-ce que ce pacte républicain existe aujourd'hui en dehors de ce G7? Oui, il faudrait dire que le pacte républicain, pour la première fois, a été évoqué pendant les travaux de Fumban. Mais malheureusement, certains acteurs qui faisaient partie du G7 à l'époque n'ont pas pu suivre cette idéologie. Voilà pourquoi les trois autres... Mais on se souvient que le PADEC avait fait échec au G7, avait fait défection au G7. Non, le PADEC ne s'était pas reconforté dans une décision, dans l'une des résolutions prises par le G7 à l'époque, qui était celui de pouvoir boycotter le défilé du 20 mai. C'était une seule résolution à laquelle n'avaient pas adhéré les leaders du PADEC à l'époque. Mais je crois que tout était revenu dans l'ordre et ils se sont mis ensemble. Alors, votre départ de l'AFP, il est conjoncturel, juste pour le temps du double scrutin annoncé pour le 30 septembre de cette année. Oui, je l'ai bien expliqué. Aujourd'hui, je suis candidat du PADEC comme plusieurs autres responsables des partis politiques amis qui ont accepté cette dynamique-là. Donc nous sommes là pour une circonstance bien évidente parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une obligation, celle de pouvoir s'unir, celle de pouvoir répondre aux attentes de la population. Peut-être que nous aspirons aujourd'hui à la mise sur pied d'une grande force politique qui pourrait regrouper tous les partis politiques progressistes et panafricains. Nous en appelons d'ailleurs même à tous ceux qui veulent la réalisation de ce grand projet. Alors nous allons y revenir certainement avant de refermer ce débat. Comment est-ce que vous appréciez la marche du processus électoral? C'est peut-être un rappel, nous sommes rendus à ce jour, à une dizaine de jours du lancement de la campagne électorale pour le double scrutin du 30 septembre de cette année. Oh, bien sûr, nous l'avons dit déjà depuis très longtemps, il y a d'énormes entraves qui ne permettent pas l'aboutissement d'un processus, le processus démocratique enclenché depuis très longtemps. Parce que vous voyez, Elecam qui a été mis sur pied de manière unilatérale sans au préalable prendre en compte les revendications et même les propositions des différents acteurs de la scène politique et sociale, ça cause un très grand désagrément. Cela fait que plusieurs Camerounais qui ont le souci de faire changer, de voir changer les choses dans leur pays ne se sont pas inscrits. Ceux même qui se sont inscrits ont d'énormes difficultés à pouvoir récupérer leur carte électorale. Mais nous disons aux Camerounais, peut-être qu'il n'est pas tard, peut-être qu'il y a un espoir. Voilà pourquoi, pendant la période des inscriptions sur les listes électorales, nous avons mené d'énormes campagnes pour demander aux citoyens camerounais que le vote, leur carte d'électeur est une arme qu'ils pouvaient utiliser pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc nous leur avons demandé d'aller s'inscrire. Aujourd'hui et depuis quelque temps, nous sommes dans une vaste campagne de retrait des cartes électorales auprès des populations et nous espérons que l'écart qui existe entre ce que l'organe chargé des élections est en train de faire sur le terrain et la réalité pourra se réduire au maximum afin que nous puissions avoir un Est-ce que ce n'est pas aller aux élections. Ce n'est pas un curieux discours qui paraît en même temps un peu antinomique, beaucoup de récriminations contre Elections Cameroun, mais c'est cet organe qui va se charger de l'organisation et de la gestion du double scrutin du 30 septembre de cette année, et c'est justement dans ces conditions que vous allez en compétition. Oui, nous allons en compétition parce que nous pensons que même si les tests aujourd'hui, parlant du code électoral, les tests du code électoral ne sont pas bons et que l'ELECAM, l'organe en charge de l'application de ces tests et du contrôle des élections, n'a pas capacité à pouvoir mener à bien cet exercice. Nous pensons qu'il existe quand même des hommes qui peuvent transcender un certain nombre de pouvoirs et se hisser de manière patriotique pour faire accomplir le droit, pour faire accomplir le devoir et exercer démocratiquement, voire s'exercer démocratiquement l'avenir de ce pays. Voilà pourquoi nous sommes engagés. Alors, mais est-ce que ce n'est pas un argument spécieux? Est-ce que ce n'est pas assez subjectif? Est-ce que vous avez développé des mécanismes un peu plus pratiques qui permettent de contourner tous ces obstacles?
Est-ce qu'il ne s'agit pas de combattre ainsi? Oui, peut-être pas de contourner, mais de relever aux yeux de l'opinion nationale que les tests déjà ne sont pas bons. La preuve, le Conseil constitutionnel... Mais puisque vous allez le relever, c'est comme pour dire que le chien aboie la caravane passe. Non, pas du tout. Si vous avez suivi les débats pendant les recours électoraux au niveau de la Cour suprême, vous verrez très bien que le Conseil constitutionnel ou alors la Chambre administrative de la Cour suprême ont reconnu effectivement que les tests au niveau du code électoral n'étaient pas bons et qu'il fallait très bien que le législateur puisse revoir ces tests. Et nous disons au Cameroun aujourd'hui, si nous voulons véritablement que les tests soient bons, harmonieux pour la population, il faudrait que ces populations élisent des personnes qui ont la capacité, qui ont l'expertise de pouvoir mettre en exergue des tests qui peuvent permettre une émancipation démocratique de notre pays. Aujourd'hui, les listes même provisoires d'électeurs ne sont pas encore publiées. On a entendu des voix qui se sont levées au sein de l'opposition camerounaise pour dénoncer encore cette violation de la loi électorale. Est-ce que sur le plan pratique, ça cause un problème aux formations politiques qui sont en lice, notamment la vôtre, pour les scrutins du 30 septembre de cette année? Bien sûr, ça cause un énorme problème parce que nous travaillons de manière scientifique. Nous avons besoin de connaître réellement le nombre de personnes qui se sont faites inscrites parce que ça nous permet de faire un travail estimatif, ça nous permet de faire une évaluation sur ce que nous aurons à faire sur le terrain. D'ailleurs, il n'y a pas que les listes des électeurs qui n'ont pas pu être publiées. Il y a aussi les listes des bureaux de vote qui ne sont pas connus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous savez très bien que les partis politiques ont un délai pour pouvoir présenter et les scrutateurs et les mandataires dans les bureaux de vote. Donc voilà, une fois de plus, d'autres manquements que nous relevons et que vous aussi, en tant qu'observateur, vous relevez au niveau de l'ECAM. Merci Mandeki Marcos. Moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.